Elle s'appelait Sarah. 30 ans à peine, un sourire qui désarmait et un regard toujours caché derrière d'élégantes lunettes de soleil. Pour ceux qui la suivaient sur les réseaux, elle incarnait la réussite moderne, une femme libre, indépendante, qui semblait avoir tout compris à la vie. Sur son compte Instagram, elle affichait un mode de vie de rêve. Petit déjeuner au bord d'une piscine à débordement, escapade en jet privé, séance photo à la marina de Dubaï, sac Hermès à la main. Elle avait l'art de raconter sa vie comme un conte de fées digital, mais un conte que tout le monde voulait vivre à son tour. Chaque jour, elle recevait des dizaines de messages. « Comment tu fais ? Tu vis de quoi ? Prends-moi dans ta valise !» Sarah ne répondait pas à tous, mais parfois elle en choisissait quelques-unes. Des filles curieuses, brillantes, jolies. Souvent des créatrices de contenu en herbe qui rêvaient de vivre ce que Sarah vivait déjà. Et elle leur proposait quelque chose d'impensable. « Viens à Dubaï, c'est pour moi. » Le ton était léger, l'invitation sincère. Elle n'avait qu'à dire « oui ». Le reste, elle s'en occupait. Vol en classe affaires, réservation dans des hôtels 5 étoiles, restaurant panoramique dès l'atterrissage. Tout était prêt. Et surtout, tout était offert. Au début, les filles croyaient à une opportunité unique, un moment de chance, un beau geste entre femmes. Elles pensaient naïvement que Sarah voulait partager son succès, offrir un coup de pouce, ouvrir une porte. Et, quelque part, c'était vrai. Mais elles ignoraient ce que cette porte cachait derrière sa dorure. Sarah savait comment séduire. Pas avec son corps, avec son aura. Elle dégageait une forme de pouvoir difficile à définir, une autorité douce, une présence magnétique, une façon de te faire croire que ta vie allait enfin changer si tu marchais dans ses pas. Ses invités, souvent âgées entre 20 et 25 ans, arrivaient excitées et pleines d'espoir. Elles ne se voyaient pas comme de simples touristes, elles se voyaient comme des élus, choisis par Sarah, prêtes à entrer dans un cercle privilégié. Et Sarah les accueillait toujours de la même manière. Un sourire bienveillant, une étreinte légère, un cocktail à la main. Puis elle leur disait « Tu vas voir, Dubaï, ça change une femme. » Ce qu'elle ne disait pas, c'est à quel prix. Elle ne voyait pas encore les fissures derrière le décor, pas tout de suite, car au début tout brillait. Les tours, les robes, les photos, les likes. Elles riaient ensemble, elles dansaient, elles vivaient. Et Sarah les regardait, toujours un peu en retrait, comme une chef d'orchestre invisible qui attendait patiemment que la musique change. Elles avaient dit oui, sans trop réfléchir, sans trop questionner. Juste ce qu'il fallait de naïveté et beaucoup, beaucoup d'espoir. Elles s'étaient envolées vers Dubaï. Certaines n'avaient jamais pris l'avion, d'autres n'avaient quitté leur ville qu'une seule fois. Mais là, c'était autre chose. Un autre monde, un autre niveau de réalité. Le billet était en première classe, le personnel les appelait par leur prénom. Le champagne coulait avant même le décollage. Et à ce moment-là, dans cette cabine dorée à 15 000 mètres d'altitude, une idée avait commencé à s'infiltrer dans leur esprit. Et si ma vie pouvait toujours être comme ça ? Quand elles atterrissaient, Sarah était toujours là. Jamais en retard. Toujours impeccable. Un sourire franc, un regard caché derrière des verres teintés. Elle leur ouvrait les bras comme une grande sœur, comme une amie, comme une sauveuse. « Bienvenue à la vraie vie », disait-elle. Le premier jour était toujours magique. Le soleil frappait fort, mais pas autant que les tours. Le marbre, le verre, l'or. Des boutiques où le prix ne s'affiche pas, parce que si tu poses la question, tu ne peux pas te le permettre. Des parfums qu'elle n'avait jamais sentis, des saveurs qu'elle n'avait jamais goûtées. Et Sarah, qui les guidait, main de fer dans un gant de soie. Elle les emmenait dîner dans des rooftops où chaque assiette coûtait leur salaire mensuel. Elle leur offrait des robes à 1 000 € juste pour la photo du soir. Elle leur disait « Ce que tu portes reflète ce que tu crois mériter. » Et elle la croyait. Elle la suivait et elle la regardait comme on regarde une lumière au bout d'un tunnel. Sarah ne demandait rien. Du moins, rien de visible, rien de contraignant, rien qui ne ressemble à une dette. Elle disait « Ici, je veux que tu te sentes libre, d'accord ? Vraiment libre. » Puis elle leur tendait une coupe.
Un toast. Un sourire. Et l'illusion s'installait doucement. Mais derrière chaque toast, il y avait un silence lourd, un silence qui disait « Tu es ici grâce à moi ». Et ce jour de silence ne s'oublie pas. Les jours passaient. Et Dubaï faisait ce que Dubaï fait le mieux. Elle ensorcelait. La ville brillait comme un joyau. Les voitures semblaient flotter. Les hommes étaient puissants, riches, mystérieux. Les photos devenaient virales. Les likes grimpaient. Les messages pleuvaient. « T'es où là ? Mais qui paie tout ça ? Tu vis la vie de rêve ?» Et elle souriait. Elle répondait par des emojis, mais jamais par la vérité, parce qu'elle-même ne la connaissait pas encore. Un soir, Sarah leur dit « Ce soir, on sort. » Mais c'est spécial. Elle ne précisait jamais. Elle disait juste « spécial », comme une énigme, comme un test. Et elle disait toujours « oui », parce qu'à ce stade, dire non à Sarah, c'était comme renier l'univers qui s'était ouvert devant elle. La voiture était noire, teintée, silencieuse. Le chauffeur ne parlait pas. Il n'avait pas besoin. Elles arrivaient dans des villas en dehors de la ville, des lieux qu'on ne trouvait pas sur Google Maps, des salons immenses baignés de lumière tamisée. Des hommes attendaient déjà. Discrets, âgés, intimidants. Et Sarah, toujours parfaite, murmurait « Juste sois toi-même. Profite, ce sont des gens bien. » Elles obéissaient. Parce qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Pas encore. Mais quelque chose changeait. La chaleur devenait pesante. Les regards devenaient appuyés. Et Sarah s'éloignait. Elle regardait. De loin. Elle supervisait. Ce soir-là, certaines dansaient. D'autres buvaient. Quelques-unes quittaient la pièce sans vraiment savoir où elles allaient. Et Sarah encaissait. Toujours sans rien demander. Toujours avec le sourire. Elle n'avait pas besoin de parler. Tout était déjà prévu. Le lendemain, elle leur offrait un sac de luxe. Un cadeau. Un remerciement. Et les mots revenaient. « Tu es magnifique, tu as été parfaite. » Mais dans leurs yeux, quelque chose s'était éteint. Une petite flamme, un petit doute, un début de prise de conscience. Mais trop tard. Car désormais, elle savait. Le voyage n'était pas gratuit. Rien ne l'était. Elle ne comprenait pas encore tout, mais elle sentait que quelque chose d'invisible, quelque chose de profond, les liait à Sarah et qu'il serait très difficile de s'en détacher. Sarah, elle, continuait. Elle souriait, elle parlait de liberté, de puissance féminine, de luxe mérité. Et à chaque nouvelle soirée, elle devenait un peu plus riche. Pas seulement en argent, mais en contrôle, en influence, en pouvoir. À ce moment du voyage, celle qui était venue avec des rêves était déjà en train de payer un prix qu'elle n'avait jamais imaginé devoir payer. Mais il était trop tôt pour s'en rendre compte, et trop tard pour revenir en arrière. Au fond d'elle, une petite voix s'était réveillée, presque imperceptible, comme un chuchotement dans le vacarme des apparences. Une voix fragile, mais tenace. Ce n'est pas normal. Tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas accepter ça. Le rêve commençait à se fissurer. Pas brutalement, pas comme une tempête, plutôt comme une goutte qui tombe, encore et encore au même endroit, jusqu'à ce que la pierre cède. Une des filles, appelons-la Inès, s'était levée ce matin-là, avec un goût amer dans la bouche, un goût qu'aucun petit déjeuner en terrasse ne pouvait masquer. Elle regardait le ciel limpide, les palmiers, le marbre blanc sous ses pieds, mais elle se sentait sale et surtout perdue. La nuit précédente, un homme lui avait demandé quelque chose. Pas de manière violente, pas directement, mais dans son regard, il y avait cette attente, silencieuse, toxique.
Et elle avait compris. Compris pourquoi elle était là, compris pourquoi Sarah l'avait invitée. Elle avait dit non, poliment, fermement. Et l'homme était parti, sans un mot. Mais il avait laissé derrière lui un vide, un silence glacial, un regard de Sarah plus tranchant que jamais. Elle avait espéré que Sarah la soutiendrait, qu'elle dirait quelque chose, qu'elle comprendrait. Mais Sarah s'était contentée de ce simple murmure. « Ce n'est pas grave, tu apprendras. » Et ces mots, doux en surface, résonnaient comme une sentence. Inès avait voulu partir, prendre un vol retour, tout quitter, effacer cette parenthèse dorée qui, soudain, avait viré au cauchemar étouffé. Mais il y avait un problème. Plusieurs, en fait. D'abord, elle n'avait rien payé. Pas le billet, pas l'hôtel, pas les robes. Rien. Et même si Sarah n'avait rien réclamé, tout, dans son regard, dans son attitude, rappelait ce principe tacite. Tout se paie, toujours. Ensuite, il y avait la honte. La peur d'avouer à ses proches « J'ai cru à un rêve, mais c'était un piège ». Comment expliquer cela sans passer pour une idiote, une profiteuse, ou pire, une fille facile? Alors Inès s'était tue, et elle était restée. Elle n'était pas la seule. Une autre, appelons-la Lina, avait tenté d'en parler à voix haute. Autour d'un petit déjeuner, elle avait lâché « Vous trouvez pas que c'est un peu bizarre tout ça ?» Silence. Puis une autre fille avait dit « T'exagères, c'est juste des soirées. » Et une troisième « Moi je trouve que Sarah est super généreuse, franchement, on devrait juste profiter. » Lina s'était sentie seule, isolée, presque coupable d'avoir douté. Et Sarah, à distance, avait tout entendu, sans intervenir, juste en écoutant, en notant, en évaluant. Car pour Sarah, le doute était contagieux. Et si elle voulait garder le contrôle, elle devait agir vite, discrètement. Quelques heures plus tard, Lina avait reçu un message. « Hé ma belle, je crois que ton énergie n'est plus en phase avec le groupe. T'inquiète pas, j'ai réservé un vol pour toi ce soir. Prends soin de toi. » Pas de confrontation, pas de drame. Juste un exil doux, froid, net. Et pour les autres, le message était clair. Ne remets pas en question le rêve. Alors elle se taisait. Même quand leurs instincts criaient, même quand leur corps se crispait à l'approche d'un autre dîner spécial. Elle se maquillait. Elle souriait. Elle posait. Et chaque jour, leur voix intérieure devenait un peu plus faible. Mais elle n'avait pas disparu. Pas complètement. Parfois, la nuit, entre deux respirations, entre deux bruits de climatisation, elles entendaient encore cette pensée lointaine. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ça, ta vie. Tu dois partir. Mais l'appel à fuir était constamment noyé par une autre voix, plus forte. Celle de Sarah, celle du luxe, celle du paraître. Et surtout, celle de la peur. Car à ce stade, elles n'étaient plus simplement invitées. Elles étaient liées par la dette, par l'image, par la honte et parfois par des secrets. Alors elles restaient. Par choix ? Peut-être, mais plus sûrement parce que tout avait été savamment orchestré pour qu'elles ne sachent plus comment dire non. Et Sarah, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le rêve avait changé de visage. Et ce changement ne s'était pas produit d'un coup. Non, il s'était glissé insidieusement, comme une ombre qui grandit au fil des jours, jusqu'à recouvrir tout le décor. Ce qui au début semblait être un conte de fées
était devenue une pièce fermée, sans fenêtre, sans issue, mais remplie de miroirs. Et chaque miroir ne renvoyait plus une image de beauté, mais une question. Pourquoi suis-je encore ici ? Ce fut lors d'un 4e dîner que tout bascula. Elles étaient 6 ce soir-là. 6 jeunes femmes, maquillées, apprêtées, parfumées, conduites dans une villa éloignée, immense, silencieuse, où régnait une odeur étrange, un mélange d'encens, de cuir et d'attente. Il n'y avait pas de musique, pas de rire, juste des hommes, silencieux, posés, comme des statues de pouvoir. Sarah, elle, n'avait pas dit un mot. Pas une consigne, pas un avertissement, juste un regard, juste une présence. Ce soir-là, les regards étaient différents, plus insistants, moins patients, et les gestes aussi. L'une des filles, Camille, refusa de s'asseoir à côté d'un invité. Elle recula, simplement, mais ce fut suffisant. Un mot s'éleva, puis un autre, et Sarah intervint, calme, froide. « Camille, viens. » Elle l'emmena dans une pièce à l'écart. On n'entendit pas ce qu'elles se dirent. Mais quand Camille revint, elle ne parlait plus. Elle souriait, mais ce sourire n'était plus le sien. Le lendemain, Camille disparut. Son compte Instagram fut désactivé, son nom effacé du groupe. Aucune des autres filles n'osa poser de questions. Et c'est là que le seuil fut franchi. Pas un seuil matériel, mais mental. Le moment où tu réalises que tu ne peux plus simplement partir, que l'histoire ne t'appartient plus, que tu es devenu un personnage dans un récit que tu ne contrôles plus. Sarah, elle, continuait, toujours souriante, toujours généreuse, mais son regard avait changé. Moins doux, moins bienveillant, plus scrutateur. Elle surveillait, elle évaluait, elle réorganisait. Ce qui avait été présenté comme une vie de luxe était en réalité une structure, silencieuse, calculée, implacable. Chaque fille avait un rôle, un profil, un positionnement, et celle qui posait problème était remerciée, poliment, froidement, puis remplacée. Un matin, Inès trouva sur son lit une enveloppe. À l'intérieur, une clé USB. Pas de mots, pas d'instructions. Elle l'inséra dans son ordinateur. Et ce qu'elle vit la glaça. Des photos, des vidéos, prises sans qu'elle s'en aperçoive. Elle, dans la villa, au bras d'un inconnu, un sourire figé, un regard flou. Des images qu'on pouvait facilement manipuler, sorties de leur contexte, transformées en menaces. Elle comprit, clairement. Violence sans mots, domination sans contact. Sarah entra dans la chambre peu après. Elle ne dit rien, elle prit la clé USB, puis elle sourit. « J'effacerai tout, je veille sur toi, mais sois prudente, ok ?» Et elle quitta la pièce. C'était dit. Derrière le luxe, derrière les piscines, derrière les stories Instagram, il y avait un réseau invisible, une toile, et Sarah en était l'araignée centrale. À ce stade, il n'y avait plus d'aller simple, seulement une spirale, silencieuse, haletante, fermée. Elles n'étaient plus des invités, elles étaient devenues des ressources. À chaque soirée, elles rapportaient, pas forcément de l'argent, mais de la présence, de l'image, du silence, de la soumission. Et Sarah, elle, grandissait, dans les chiffres, dans l'influence, dans les cercles fermés. Le vrai luxe, ce n'était pas l'or, ce n'était pas les yachts, ce n'était pas les sacs. Le vrai luxe, c'était le pouvoir de disposer des autres. Et maintenant, Sarah possédait ce pouvoir, complètement. Le cercle était scellé.
Chacune d'elles le savait désormais. Ce n'était plus un voyage. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était même plus une aventure. C'était un système. Et dans ce système, chacune avait un rôle. Certaines devenaient des piliers, des filles fidèles, silencieuses, utiles. Elles avaient compris les règles, elles savaient ce qu'on attendait d'elles. Elles n'hésitaient plus, et en échange, elles recevaient. Plus d'argent, plus de cadeaux, parfois même un appartement, un contrat, un faux sentiment de liberté. Mais d'autres résistaient encore, pas ouvertement, pas frontalement, mais dans les regards, dans les gestes, dans les silences trop longs. Et Sarah voyait tout. C'était là son vrai talent, voir au-delà des sourires, deviner les failles et surtout diviser. Elle entretenait l'attention, elle récompensait les plus dociles, elle isolait celles qui doutaient. Les épreuves étaient multiples. Certains soirs, elle testait leur loyauté. Un regard, un ordre flou, une situation inconfortable. Et elle observait. Si l'une flanchait, elle disparaissait du jour au lendemain. Officiellement, elle avait décidé de rentrer. Officieusement, elle avait été effacée. Le pire, c'est que personne ne posait de questions. Parce qu'elles avaient peur. Peur de parler, peur d'être la prochaine, peur de perdre ce que Sarah leur donnait. Visibilité, sécurité, silence et statut. Une hiérarchie s'était formée. Les plus anciennes formaient un noyau dur, inaccessible, froideur feutrée, sourire en coin. Les nouvelles arrivaient, pleines de rêves, ignorantes, curieuses. Et petit à petit, elles étaient modelées, brisées, reconstruites. Certaines tentaient de créer des alliances, de parler, de comparer leurs ressentis. Mais Sarah avait déjà prévu cela. Elle utilisait les confidences contre elle, elle encourageait les rivalités, elle jouait sur les jalousies. Tu sais qu'elle a dit ça sur toi ? Fais attention à elle, elle t'envie. Moi je te protège, mais certaines veulent ta place. Et à force d'entendre cela, elle ne savait plus qui était l'ennemi. La paranoïa s'installait, doucement, efficacement. Une nuit, une dispute éclata entre deux filles, violente, crue, filmée discrètement. Le lendemain, la vidéo était sur un canal privé, réservé à certains invités, sous-titré, monté, monétisé. Elles comprirent alors une autre vérité. Elles n'étaient pas seulement des invités. Elles étaient du contenu. Leur vie était une marchandise, leur choix une mise en scène, leur douleur un produit. Et Sarah, elle ne faisait que gérer ce théâtre. Derrière ses lunettes noires, elle regardait, toujours. Elle écoutait, elle sélectionnait, elle éliminait. Mais ce qui la rendait redoutable, ce n'était pas sa cruauté. C'était sa douceur. Elle ne criait jamais. Elle ne punissait pas. Elle retirait. Le privilège, la protection, la lumière. Et dans cet univers, être privé de lumière, c'était pire que tout. Il eut des moments de tendresse aussi, des rires sincères, des instants suspendus. Mais ils ne duraient jamais, parce qu'ils étaient toujours suivis d'un prix à payer. Parfois, l'une d'elles tentait de fuir, mais avec quel argent, avec quel papier, avec quel courage. Une fille, que nous appellerons Manel, tenta un jour de partir. Elle réussit à rejoindre l'aéroport. Une amie lui avait envoyé de quoi acheter un billet de retour. Mais à la douane, on l'arrêta. Problème d'identité. Et ce fut Sarah qui arriva,
tout en douceur, un sourire rassurant, un manteau posé sur ses épaules. Manel est fragile, elle n'est pas bien. Je m'occupe d'elle. Et elle repartit avec Manel, main dans la main. Depuis ce jour, personne ne parla de fuite. À l'intérieur du cercle, il y avait des alliés, mais toutes pouvaient devenir des ennemis si le prix était juste. Sarah ne commandait pas par la peur. Elle régnait par le doute, par le manque, par la soumission invisible. Et dans cette cage dorée, le luxe était la laisse. Chaque sac, chaque robe, chaque dîner était un maillon de plus dans cette chaîne invisible qu'on appelle le consentement silencieux. À ce stade, la plupart d'entre elles avaient oublié qui elles étaient. Elles ne savaient plus si elles étaient complices ou victimes. Et Sarah, elle brillait plus que jamais. Intouchable, irréprochable, adulée. Mais quelque part, dans un regard, dans un mot glissé à voix basse, dans un message codé envoyé en cachette, l'idée d'une révolte commençait à naître. Fragile, timide, mais réelle. Elles ne se parlaient plus ouvertement, mais elles se comprenaient. Un regard, un silence, un souffle plus court que d'habitude. C'était devenu un langage. Les sourires étaient toujours là, mais les cœurs n'y étaient plus. À mesure que les jours passaient, quelque chose changeait. Ce n'était pas visible pour Sarah, pas encore, mais c'était là. Une énergie différente, un soupçon de courage, un souffle de révolte. L'approche de la vérité ne se fait jamais en plein jour. Elle rampe. Elle se glisse entre les fissures du silence. Elle pousse dans l'ombre, comme une plante qu'on croyait morte. Et dans cette ombre, elles ont commencé à chercher. Pas pour fuir, pas pour dénoncer, mais pour comprendre. Comprendre qui était vraiment Sarah, d'où elle venait, comment elle s'était construite, qui elle connaissait, qui elle servait peut-être. Elles avaient compris une chose, Sarah ne faisait pas tout cela seule. Trop de choses étaient organisées, trop de connexions, trop de silence autour de ces activités. Un soir, tard, 3 filles se sont isolées dans une suite vide. Elles avaient accès au Wi-Fi local, un privilège rare, et elles ont commencé à chercher. Elles ont tapé son vrai nom, celui qu'elles n'utilisent jamais. Elles ont creusé dans les forums, les articles, les réseaux profonds. Et ce qu'elles ont trouvé n'était pas un secret, c'était un réseau. Sarah n'était pas une exception, elle était un rouage, une pièce dans une machine bien plus grande, un système invisible où le luxe et le sacrifice cohabitent. Des noms apparaissent, des hommes, des femmes, des agents d'image, des gestionnaires d'influence, des nettoyeurs, des recruteurs. Tous reliés, tous bien placés, tous au-dessus des lois. Ce n'était pas une affaire personnelle, c'était un commerce. Elles étaient devenues une marchandise de prestige, un luxe humain, une offrande à des puissants qui payent pour plus que du pouvoir. Ils payent pour des vies qu'ils ne vivront jamais. Et plus elles creusaient, plus le sol se dérobait sous leurs pieds. Des photos anciennes, des témoignages supprimés, des comptes Instagram fermés sans raison, des filles effacées, des identités qui disparaissent, des passeports falsifiés, des faux contrats, des faux espoirs. Et un nom revenait, encore et encore, un nom associé à Sarah, un homme discret, riche, invisible, mais présent partout. Monsieur L. Elle n'osait pas dire son nom à voix haute, pas encore, mais elle savait, c'était là la véritable caverne. Car derrière Sarah, il y avait lui, et derrière lui peut-être quelque chose d'encore plus sombre. À partir de ce moment, tout a changé.
Les regards de Sarah devinrent plus perçants, comme si elle avait senti quelque chose. Des contrôles plus fréquents, des téléphones confisqués, des chambres fouillées. Elle ne disait rien, mais elle savait. Et une nuit, l'une des filles disparut. Pas comme les autres. Pas de message, pas de valise, pas de traces. Rien. Juste un lit vide, un silence pesant et une peur brutale. Le message était clair. Vous êtes allé trop loin. Mais parfois, le danger ne fait pas fuir. Il unit. Ce soir-là, 2 filles sont allées voir celle qu'on appelait la muette, une fille silencieuse, isolée depuis des semaines. On disait qu'elle était étrange, qu'elle n'avait plus toute sa tête. Mais ce qu'elles ont découvert, c'est qu'elle n'était pas folle. Elle était au courant. Depuis longtemps, elle gardait tout. Des preuves, des enregistrements, des messages, des copies de contrats, des noms. Elle avait tout gardé. Pas pour dénoncer, pas pour partir, mais pour ne pas oublier. Et ce soir-là, elle a parlé. Pour la première fois, d'une voix douce, brisée, mais vraie. Elle leur a raconté ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait subi, ce qu'elle avait compris, et surtout ce que personne n'osait nommer. Ce n'est pas Sarah la vraie menace, c'est ce qu'elle protège, ce qu'elle incarne, ce qu'elle cache. Et là, tout a changé. Ce n'était plus une fuite, ce n'était plus une révolte, c'était une mission. Elle savait qu'il fallait aller plus loin, plus profond, qu'il fallait regarder la vérité en face, même si elle était laide, même si elle brûlait. Car au bout de cette caverne, il y avait peut-être la clé de leur liberté, ou leur perte définitive. Mais à ce stade, reculer n'était plus une option. Il est 2 heures du matin. La suite est plongée dans un silence électrique. Les 3 filles sont éveillées. Leurs respirations sont courtes, leurs mains tremblent, leurs cœurs battent à l'unisson. Quelque chose va se passer. Elles le sentent. Elles ne savent pas quoi, mais c'est imminent. Quelques heures plus tôt, l'une d'elles a pris une décision irréversible. Elle a envoyé un dossier, un condensé de tout ce qu'elles ont découvert. Les noms, les visages, les preuves, les contrats et la pièce maîtresse, un enregistrement audio. Sarah, au téléphone, parlant de compensation, de nouvelles arrivées, de Monsieur L. Le fichier a été envoyé à une seule personne, quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un en qui elle croit pouvoir avoir confiance. Mais aussitôt envoyé, le réseau s'est figé, les téléphones se sont éteints, la lumière a vacillé. Quelqu'un a intercepté le signal. Et maintenant, elles attendent. Pas de plan, pas d'échappatoire. Juste la peur, nue, brute. 3 coups à la porte, sourd, lent, incontestable. Ce n'est pas Sarah, ce n'est pas le personnel, c'est autre chose. Elles ne bougent pas, elles savent. C'est l'épreuve. La porte s'ouvre, silencieusement. Un homme entre, grand, calme, vêtu de noir. Aucun mot, aucun regard. Il ne menace pas, il observe. Derrière lui, une femme, élégante, froide. C'est elle qui parle. Vous avez franchi une ligne. Vous avez regardé là où il ne fallait pas. Vous avez mis en danger bien plus que vous ne pouvez imaginer. Elle fait signe. 2 gardes apparaissent, armés, mais sereins. Pas de violence, pas de cris, seulement le poids du pouvoir. Vous avez 2 choix. Sa voix est lisse, presque douce. Vous oubliez, vous retournez à vos vies, rien ne s'est passé. Ou vous insistez, et alors vous disparaissez. L'air est irrespirable. Une d'elles pleure en silence, l'autre serre les poings.
La troisième fixe la femme, sans ciller. Que comptez-vous faire? Et là, une voix s'élève, faible, mais ferme. La fille muette. Je préfère mourir que de me taire encore. Silence. Un long, profond silence. La femme sourit, un sourire cruel, mesuré. Très bien. Tout s'accélère. Les lumières s'éteignent. Un hurlement, une porte qui claque. Quand la lumière revient, elles sont seules. Mais une d'elles manque à l'appel. La muette. Disparue. Il n'y a pas de sang, pas de traces. Juste son bracelet, brisé, sur le sol. C'est terminé. Elles le savent. Il n'y aura pas de pardon. Elles ont affronté le cœur du monstre. Elles ont vu l'abîme. Et maintenant, l'abîme les regarde. Mais quelque chose a changé. Ce n'est plus la peur qui les guide. C'est la rage, la vérité et la mémoire. Ce n'est plus une histoire de survie, c'est une guerre. Et elles savent une chose. Si elles tombent, elles le feront en exposant tout. Le jour s'est levé sur Dubaï. Mais pour elles, il n'y a plus de temps, plus d'espace, plus de géographie. Elles ne sont plus dans une suite, ni dans une ville, ni même dans une vie. Elles sont ailleurs, dans l'après. L'après la disparition, l'après la peur, l'après l'illusion. Elles ont franchi la frontière invisible. Et ce qu'elles trouvent de l'autre côté, ce n'est pas la liberté. Pas encore. C'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus brut. C'est le feu. Le feu de la vérité. Celui qu'on ne peut plus ignorer, celui qui brûle en silence et qui consume les mensonges jusqu'à la moelle. Ce matin-là, elles ne parlent pas. Mais un regard suffit. Elles savent. Elles ont décidé. Elles ne fuiront plus. Et c'est là que la récompense commence à se manifester. Pas sous forme d'argent, pas sous forme de pardon, mais sous une forme plus précieuse. Le souvenir. Elles se souviennent de celle qui a disparu, la fille muette. Elle n'avait jamais eu de voix. Pas avant Dubaï, pas avant cette nuit, mais dans cet instant ultime, elle l'a trouvée. Et c'est son acte qui devient leur boussole. Alors elle retourne là où tout a commencé. Pas physiquement, mais mentalement. Elle rassemble tout. Les photos, les vidéos, les messages, les détails, les anomalies et surtout les mots de Sarah. Car dans le chaos, dans la destruction, elles ont oublié une chose. Un enregistrement existe encore. Une copie, pas dans leur téléphone, mais dans le cloud d'une amie, une survivante, celle qu'elle croyait perdue, mais qui, elle aussi, avait commencé à douter, à comprendre, à se protéger. Elle l'appelle, elle décroche. Sa voix est brisée. Elle a fui Dubaï. Mais elle a encore l'audio, et plus encore, des captures, des noms, des transactions. La vérité n'est pas morte. Elle est dispersée, mais elle est là. Et soudain, l'isolement s'effrite. Une autre fille parle, puis une autre encore. Certaines depuis Londres, d'autres depuis Paris ou Istanbul ou Abidjan. Toutes racontent la même histoire, avec des variantes, des nuances, mais le même noyau. Une femme charismatique, des invitations à Dubaï, des cadeaux somptueux et, derrière la façade, une machine à broyer l'âme. Le puzzle commence à se former.
Et cette fois, il est trop grand pour être ignoré. Elle contacte une journaliste indépendante. Pas une star de plateau, pas une influenceur, mais une femme connue pour ne jamais se taire. Elle les écoute, elle vérifie, elle croise, elle recoupe. Et puis un jour, elle les regarde droit dans les yeux et dit « Je vous crois. Et je vais le raconter. Mais il faut être prête, car une fois lancé, on ne pourra plus revenir. » Et elles le sont, prêtes. Pas pour la vengeance, mais pour l'acte le plus radical de leur vie. Dire la vérité. Et là, à cet instant précis, le récit bascule. Ce ne sont plus des victimes, ce ne sont plus des complices, ce ne sont plus des fantômes. Elles deviennent des lanceuses d'alerte, des survivantes, des justicières. La récompense, c'était ça. Pas la justice du monde, mais la reconquête de soi. Elles n'étaient pas censées revenir. Le système avait tout prévu pour les effacer, les corrompre, les diviser, les faire taire. Mais elles sont revenues, et elles ne sont plus les mêmes. Quand la journaliste publie l'article, le silence se fissure. C'est d'abord un murmure, une onde discrète, une vibration dans les coins sombres du web, puis un éclat, un brasier, un choc. Ces jeunes femmes réduites au silence à Dubaï par une influenceuse mystérieuse, une histoire de luxe, de manipulation et de sacrifice. Le monde regarde, et il vacille. La vidéo sort, une vidéo sobre, sans effet, sans musique, juste les visages, les voix, les récits. Et c'est ça justement qui frappe le plus. Pas le scandale, pas les chiffres, pas les noms, mais l'humanité nue. Pendant des années, on a vu des images parfaites, des stories dorées, des voyages sans ombre. Mais là, ce sont les coulisses, la vraie vie, le prix du rêve. Les vues explosent. Les médias reprennent. Les commentaires affluent. Certains crient au complot, d'autres à la jalousie. Mais beaucoup comprennent. Ils reconnaissent ces mécanismes. Ils reconnaissent les pièges invisibles. Ils reconnaissent ce pouvoir toxique, déguisé en opportunité. Et Sarah, au centre de la tempête, n'est plus un mythe. Elle est désormais un symbole. Pas celui de la réussite, mais celui de ce que la réussite peut coûter quand elle se construit sur la souffrance des autres. Alors que les semaines passent, des témoignages surgissent d'autres pays. Des influenceuses anonymes, des jeunes hommes, des filles perdues, des proches effondrés. Une enquête internationale s'ouvre. Derrière l'histoire de Sarah, il y avait un réseau. Des noms connus, des deals cachés, des complicités inattendues. Et pourtant, le monde ne s'arrête pas. Dubaï continue de briller. Les jets privés décollent. Les hashtags affluent. Mais quelque chose a changé. Maintenant, on regarde autrement. On scrolle, mais on doute. On like, mais on questionne. Et celles qui sont revenues, elles n'ont pas disparu. Elles prennent la parole, pas comme victimes, mais comme passeuses de feu. Elles donnent des conférences, elles écrivent, elles témoignent. Elles soutiennent d'autres filles qui veulent fuir l'engrenage. Elles sont devenues l'élixir. Pas une potion magique, mais une parole qui soigne. Et dans ce retour, même s'il est douloureux, même si beaucoup détournent le regard, il y a une graine de conscience, de résistance, d'humanité. Car parfois, le plus grand acte de courage, ce n'est pas de s'échapper du mensonge, c'est d'y retourner pour allumer une lumière et dire aux autres
Voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai appris. Et même si le monde refuse de l'entendre, même si la lumière dérange, même si la vérité brûle, c'est comme ça qu'on commence à guérir. Fin du voyage. Mais pas de la vérité.